Oui, alors comme je l'avais annoncé la dernière fois, donc c'est la dernière séance de l'année. Exceptionnellement, le cours d'une heure va être suivi non pas par 1 heure de séminaire, mais par 2 heures. Et fort heureusement, donc Paul Bernard, enfin, qui avait été empêché de venir participer la semaine dernière à la discussion sur les cultes dans la Bactriane hellénistique, viendra aujourd'hui. Et donc, nous continuerons la discussion avec lui et Henri-Paul Francfort. Alors aujourd'hui, je vais donc terminer ce que j'avais à dire sur le site de Dilbergine et au moins aborder un autre site extrêmement important qui s'appelle... Excusez-moi, je vais terminer ce que j'avais à dire sur Dalverzin Tepe, on les confond toujours, et aborder ce qu'on peut dire sur le site de Dilbergine. En fait, c'est le même mot, mais on emploie 2 variantes dialectales pour les distinguer. Ce qui certainement... présentation du site de Dilbergine qui certainement continuera en fait au début de l'année prochaine. Donc, nous avions vu que tout ce qu'on peut identifier en matière de lieu de culte à Dalverzin Tepe est bouddhiste ou assimilable au bouddhisme. Le sanctuaire hors les murs, le petit sanctuaire hors les murs, le grand sanctuaire du milieu de la ville qui a été découvert en fait après les autres, et même, c'est une découverte nouvelle, donc le petit sanctuaire du quartier des artisans dont Kazim Abdoulayev vient de prouver qu'il était certainement, enfin très probablement, à envisager aussi dans une perspective bouddhiste. Ça, je l'ai vu la semaine dernière. Il reste un endroit à Dalverzin Tepe où on a proposé de reconnaître un sanctuaire. Cet endroit pose de gros problèmes. C'est le secteur, c'est la maison D7 qui est située près du rempart nord. Alors, les fouilleurs ont un peu hésité dans la terminologie et finalement... Voilà, donc ça c'est ce que j'avais montré la dernière fois à propos du sanctuaire du quartier des artisans. Kazim Abdoulayev a montré que, bon, on ne pouvait pas dire grand-chose avec les fragments de sculptures en terre crue qui avaient été découverts, qui accompagnent aussi des figures d'enfants nus non reproduites ici. Et Kazim Abdoulayev a montré que cette peinture, qui avait jusqu'à présent défié l'interprétation avec l'arrière d'un cheval, je dis ça pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, est en fait la scène bouddhique du grand départ du Bouddha de Kapilavastu, avec l'arrière du cheval ici, et en haut, les dames au balcon qui contemplent le départ du Bouddha. Donc, voilà, ça, c'est un lieu de culte qu'on avait dit local, qui l'est évidemment d'une certaine manière, mais qui se retrouve raccroché dans l'orbite bouddhiste grâce à cette découverte. Alors, il reste un endroit à commenter le long du rempart nord, la maison D7 que les fouilleurs finalement, que Mme Pugachenkova dans les dernières publications sur Dalverzin Tepe qualifie de maison privée ayant évolué à l'époque Kushan ancienne en temple non bouddhique. Alors effectivement, on a au départ donc un bâtiment monocellulaire, à l'époque peut-être Kushan ancienne, puis ce qui semble bien être une maison, voilà, avec toujours ces foyers dits cultuels et qui, dans ce cas-là, n'en sont probablement pas. Un plan pas très rigoureux, mais enfin qu'on retrouve aussi, c'est pas le plan de la grande maison patricienne de Dalverzin Tepe, mais c'est un plan de maison privée qu'on retrouve par ailleurs, avec une petite courette et un ensemble de pièces de réception et de séjour, c'est classique. Mais enfin, il y a déjà à ce stade des morceaux d'une peinture murale qui représentent un couple, et puis à partir de la période disons Kushan, voilà, les espaces se rétrécissent, les pièces arrière se ratatinent et aux dépens de longs corridors coudés.
il reste plus grand-chose en fait pour le séjour. On a, à l'avant-dernier stade, là encore, un morceau de... On a à l'avant-dernier stade un morceau de sculpture, une partie d'un groupe modelé en terre crue, et au dernier stade, une peinture murale extrêmement énigmatique. D'où, alors évidemment, ces deux critères, c'est-à-dire rétrécissement des espaces de séjour au profit de corridors et présence d'un décor élaboré, ont conduit à l'interprétation comme sanctuaire. Mais vous notez tout de suite que dans le cas d'un sanctuaire, ce qu'on attendrait, c'est que les corridors conduisent à la partie sacrée. Or, ce n'est pas le cas. Les sculptures, les peintures ne sont pas au bout des corridors, sont plutôt vers le milieu de la maison, dans des espaces en fait qu'on parcourt. Bien. Alors, du groupe de terre crue, enfin, ce groupe était dans une niche, comportait plusieurs personnages, dont le mieux conservé est cette dame, voilà, en terre crue polychrome. Même les fouilleurs ont été un peu décontenancés. Est-ce qu'il s'agit d'une déesse? Dans ce cas-là, laquelle? Alors, faute de mieux, on dit la grande déesse de la Bactriane. Avec ça, personne ne va protester. Bien. On peut noter tout de même que, et ça ils l'ont remarqué, la disposition de la chevelure, les traits du visage très plats, et surtout la position du diadème, qui en fait n'est pas un, qui est un serre-tête, évoque tout à fait en fait des personnages princiers, yuechi, qu'on a notamment dans le grand groupe sculpté de Khalchayan dont j'ai parlé la dernière fois. Et notamment, ça a été très bien remarqué par Paul Bernard, il ne s'agit pas du tout d'un diadème divin ou royal à la mode hellénistique, lequel, en fait, s'arrête ou laisse dépasser la frange par-dessous et se trouve en position inclinée vers l'arrière pour passer juste au-dessus des oreilles. C'est bien plutôt, et ça se trouve en commun, c'est un attribut partagé par les guerriers yuechi qu'on voit à Khalchayan, c'est bien plutôt une commodité destinée à maintenir la chevelure. C'est une mode de cavalier qui se transmet aussi aux dames de la bonne société. Et alors, à la phase ultérieure, se trouve une composition peinte qui a fait l'objet d'interprétations extrêmement diverses. Alors, je vais revenir après sur, disons, la reconstitution d'ensemble, parce qu'il faut bien se rendre compte que ce qu'ils ont trouvé, c'est ce qui est dessiné en trait plein, ce qui est en pointillé, c'est restitué. Et autant on peut penser que les personnages du groupe à droite étaient ensemble, parce qu'effectivement, j'ai vu les originaux, ça recolle. Autant la suture avec le personnage qui est à gauche est beaucoup plus problématique, et puis surtout, il y a certainement des lacunes importantes. Bien. Alors, l'exécution, c'est donc attribué à la deuxième moitié du IIe siècle, l'époque Kanishka ou après. La qualité artistique était vraiment, on voit est vraiment assez élevée. Enfin, c'est l'œuvre d'un professionnel. On voit que certaines conventions remontent encore à la période hellénistique, avec les chairs en rouge, des tentatives d'indication du modelé par une plus ou moins grande densité des applications de couleurs, et qu'en tout cas le sujet n'est pas banal. Alors, il y a eu trois interprétations successives ont été proposées qui, disons, tirent entre le mythologique grec et le culte, disons, le tirent du côté de la mythologie grecque
alors plus ou moins du côté de la mythologie divine ou plus ou moins du côté de la mythologie héroïque. Une première tentative d'interprétation, en fait, portant sur la scène de droite, où on voit ce personnage avec assez qui a l'air un peu patibulaire, qui a un diadème, qui lui est un diadème divin, c'est un diadème divin ou royal grec, pas du tout comme celui que je viens de montrer, qui tient, semble-t-il, un enfant. On a proposé d'y voir la représentation de la folie d'Héraclès, qui, donc, frappé de folie par Héra, tue ses propres enfants. C'est une interprétation qui n'a pas été, qui n'a en fait été reprise par personne, à part Albaum, celui qui l'avait émise. Alors, on a pensé plus récemment à la naissance d'Athéna sortant du crâne de Zeus. C'est Marcus Mode qui a proposé ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Elle n'est jamais, quand elle est toujours représentée sortant en armes du crâne de Zeus et jamais tenue par Zeus. Bien. Alors, il me semble que, Rdveladze semble, à mon avis, approché peut-être plus près de ce que je considère comme la vérité, en y voyant un prêtre et une prêtresse présentant des enfants à une déesse, or, la grande déesse bactrienne. Comme dans la restitution ici, elle semble s'appuyer sur une corne d'abondance, on peut supposer qu'il s'agit d'Ardoksho, la déesse qui est représentée comme une Psyché, on en a parlé la dernière fois. Bon, j'ai repris tout cela il y a quelques années dans un article qui est en train de paraître. Mon interprétation, disons, a reçu l'approbation orale de Paul Bernard et de Boris Marchak. Ça ne veut pas dire qu'elle recevra une approbation généralisée. Mais je vous la présente. Je suis parti de la scène centrale. Le personnage qui est ici n'est pas du même rang social que celui qui est à gauche. Il n'a pas de nimbe, elle a une coiffure simple. C'est un personnage donc, de rang assez modeste. Et très clairement, ça, c'est pas inventé par la restitution, elle tient 2 bébés emmaillotés. Et ces bébés sont sans identiques et ils ont des petits bonnets pointus. J'y vois la nourrice présentant Castor et Pollux. Castor et Pollux, à l'âge adulte, sont toujours représentés avec des bonnets pointus, y compris dans l'art, y compris sur les monnaies gréco-bactriennes de Cratide, et y compris parfois sur les reliefs du Gandhara. Enfin, on va les retrouver d'ailleurs tout à l'heure à Dilbergine si on a le temps d'arriver jusqu'à eux. Donc, je pars de là, la naissance de Castor et Pollux. À partir de là, je réinterprète cette supposée corne d'abondance et ce personnage. C'est en fait, c'est l'origine de la naissance de Castor et Pollux et de leurs 2 sœurs Hélène et Clytemnestre. C'est la séduction de Léda par Zeus qui a pris la forme d'un cygne. Et Léda est en fait alanguie sur l'aile du cygne et ces plumes qu'on voit ici, vous voyez, c'est presque entièrement le lien avec le personnage du milieu est restitué en pointillé. Je pense en réalité que c'est à tourner dans l'autre sens et que ça faisait partie d'un grand oiseau sur lequel se trouvait le personnage de gauche, personnage qui est évidemment d'un rang social supérieur à celui du milieu. Alors, je présente des parallèles. Voilà sur une statuette du Tanagra, Héra qui est donc, voilà le cou du cygne, hein, n'est-ce pas, et les ailes du cygne. Héra disons, est assise sur le cygne qui est en train de la séduire. Les fouilleurs avaient vu que la main est pliée et semble enserrer un objet cylindrique. Or, sur un certain nombre de représentations grecques et romaines, Héra caresse le cou du cygne. Héra, Léda. Donc voilà, je vois ici la scène de la séduction de Léda par Zeus s'étant métamorphosé en cygne. Et donc, ça devient logique,
au milieu, donc le résultat, la naissance des bébés. Mais qu'est-ce qu'on a à droite? Alors à droite, à mon avis, on a tout autre chose. On a ça. On a le sacrifice d'Iphigénie, qui est conduite à l'autel par alors, un prêtre ou un roi. Si c'est un roi, c'est son père Agamemnon. Si c'est un prêtre, c'est Calchas. Les deux variantes existent dans l'art grec. Sur un vase athénien du 5e ou 4e siècle, vous voyez, comme est parfois représenté Iphigénie. Alors il s'agit, cet enfant n'est pas un bébé, contrairement à ceux qu'on a vus précédemment, c'est déjà une jeune fille, on distingue les seins. Et alors l'espèce de bonnet là-haut est restitué, mais sur l'original, on voit assez bien qu'elle a des voiles qui lui pendent de derrière la tête. Or, sur certaines représentations d'Iphigénie menée à l'autel du sacrifice, elle a le voile elle a un voile comme disons le voile du deuil, voilà, le voile qui fait allusion à son sacrifice. Et vous voyez que sur certaines représentations, elle est pantelante, à demi inconsciente, les bras écartés, exactement comme ce qu'on voit là. Et d'ailleurs, Marchak avait pensé que il penchait pour une variante par rapport à l'interprétation de Rdveladze, ça aurait été des prêtres qui présentaient des poupées aux dieux. Or, ce n'est pas une poupée, c'est une jeune fille à moitié inconsciente. Ce serait le sacrifice d'Iphigénie. Alors, comment du coup interpréter l'ensemble? Quelle logique peut relier ces scènes? Il y a une logique, elle est familiale. Iphigénie est la fille de Clytemnestre, qui est l'un des 4 enfants nés des amours de Zeus et de Léda. On aurait donc une suture généalogique qui a sauté. Alors, du coup, l'hypothèse que j'ai émise, c'est qu'il s'agirait d'extraits, de morceaux choisis par rapport à des modèles qui avaient pu être plus complets, peut-être, ai-je supposé, des rouleaux historiés ou bon, des documents de ce type, disons, le support d'une narration. L'artiste, enfin, disons, le propriétaire de la maison, qui avait souhaité que ces scènes figurent sur ces murs, aurait fait représenter des morceaux choisis du cycle familial de la famille, des Dioscures, d'Iphigénie, etc. Cycle qui était considéré à l'époque post-homérique comme en fait les origines de la dynastie lacédémonienne. On les a situés d'abord à Mycène, à Argos, et puis à l'époque hellénistique, on considère qu'en fait il s'agit que cette famille a régné sur Sparte. Donc, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste pour faire de cette maison un temple ou un sanctuaire? À mon avis, pas grand-chose. Moi, je pense qu'il s'agit tout simplement d'une riche maison privée où peut-être la maîtresse de maison ou une ancêtre était mise à l'honneur et où en tout cas, on a voulu afficher des goûts littéraires. Des goûts littéraires qui montraient, en pleine époque Kouchane, qu'on n'avait pas oublié une partie des anciennes légendes grecques. Donc ça devait évidemment faire partie d'une sorte de compétition sociale. On peut imaginer que c'est certains au moins des riches citadins de Dilbergine, peut-être des descendants de Yuechi arrivés au pouvoir, n'étaient pas mécontents, mettaient leur point d'honneur à afficher des goûts littéraires à la grecque. Alors, au bout de tout cela, qu'est-ce qu'il reste à Dilbergine pour ce qu'on a appelé d'ailleurs le zoroastrisme local? Mais il ne reste pas grand-chose. On a vu que tous les lieux de culte qui étaient certainement des lieux de culte étaient bouddhistes, que cette maison, cette grande maison, n'était peut-être en fait pas un lieu de culte. Alors, ce qui reste, qu'on peut rattacher au zoroastrisme local, c'est les pratiques funéraires. Dans la nécropole, a été fouillé un édifice à caveau
du type de ceux dont j'ai déjà parlé à Campir Tepe, qu'on appelle donc les Naous. Alors, comme à Campir Tepe, celui de Dilbergine a fait l'objet de discussions quant à l'interprétation de la manière de disposer du corps. Les fouilleurs ont pensé, comme la plupart des ossements apparaissaient complètement démembrés, les fouilleurs ont pensé qu'il s'agissait d'inhumation selon le rite zoroastrien, avec exposition et décharnement préalable des corps. En fait, Paul Bernard a montré que ça peut parfaitement s'interpréter d'une autre manière, puisqu'on voit en fait que quand la coupe stratigraphique permet de suivre les phases chronologiques, on a assez souvent un squelette entier dans la dernière phase qui recouvre des phases antérieures d'os dispersés. Donc tout simplement, c'est du nettoyage de caveau. C'est-à-dire que les os dispersés, ce sont les ossements des inhumations précédentes qu'on a éventuellement déplacés, regroupés, compactés dans certains caveaux. Et à la phase ultime, on dépose un corps pour que, comme ses prédécesseurs, il se décompose naturellement. Alors, ça ne veut pas dire que ces gens-là n'étaient pas par ailleurs zoroastriens, puisque on sait très bien que le mode canonique d'exposition des corps dans des tours du silence ou des parcs à chiens a toujours été, a en fait presque toujours été très minoritaire. Tout simplement pour des raisons écologiques, pratiques. C'est pas toujours, dans des endroits de forte densité de population, ça n'est pas véritablement praticable. C'est d'ailleurs pour cette raison que ce mode de sépulture est actuellement en voie d'abandon rapide dans la plupart des communautés zoroastriennes modernes. Ce qui est important, c'est de ne pas enfouir le corps en pleine terre, parce que là, ça offense la divinité de la terre. À partir du moment où le corps est sur une banquette ou en hauteur, c'est d'ailleurs ce qui est dit dans le Vendidad, ça peut passer. Voilà. Alors, on se retrouve donc avec des lieux de culte, trois lieux de culte à Dalverzin Tepe qui ne sont que bouddhistes, et des pratiques funéraires qui, semble-t-il, ne le sont pas. Alors, bon, il y aurait deux explications possibles. Première explication, les bouddhistes, normalement, pratiquent la crémation avec dispersion des cendres. Donc, par définition, ça ne laisse rien pour l'archéologue. C'est-à-dire que les seules pratiques funéraires qui se voient, ce sont celles des non-bouddhistes. Ça, c'est une première explication. Autre explication possible, la population bouddhiste n'était peut-être pas bouddhiste en tout et suivait la coutume locale de disposition des corps. Alors, on a un indice, mais quand même, bon, je reconnais extrêmement fragile à l'appui de cela, c'est dans un de ces caveaux donc supposés zoroastriens, pas sur le site de Dalverzin Tepe, mais un autre, Tepaïchar au Tadjikistan, on a retrouvé une statuette bouddhiste qui est identifiée comme un type d'Avalokiteshvara. Par ailleurs, sur ce site de Tepaïchar, le bouddhisme est attesté. Alors oui, bon, c'est un indice, on le prend pour ce qu'il est. Je ne vais pas prétendre que ce genre de statuette retrouvée de manière assez isolée est nécessairement un marqueur d'identité religieuse. Ceci dit, ces statuettes sont assez rares, ce type de statuettes bouddhistes sont assez rares en Bactriane. Bon, il se trouve qu'on en a trouvé une dans un de ces édifices, disons, funéraires zoroastro-compatibles qui sont connus dans toute la zone. Voilà, donc c'est ce que j'avais à dire sur Dalverzin Tepe. Je voudrais maintenant continuer ce passage en revue de ce que j'appelle les villes kushanes moyennes de la Bactriane. Bon, on s'aperçoit en fait qu'elles ont des points communs, mais qu'en réalité, chacune est originale. On a bien vu Campir Tepe, habité très certainement par une population de dépendants militaires modestes,
sans arts monumentaux, sans peinture, sans hiérarchie sociale évidente, bien, avec cette disposition des rues qui visait évidemment à permettre à cette population toujours sur le pied de guerre de garnir au plus vite les tours du rempart. On a vu d'Alverzine Tepe très différent, avec des forts contrastes sociaux, des grandes familles, bien connectées au pouvoir couchant, on en a vu des indices, et peut-être, si j'ai raison dans mon interprétation, faisant étalage de culture hellénistique. Alors, on va maintenant dire quelques mots, et je pense que ce ne sera certainement pas de toute manière le dernier mot sur la question cette année, sur une autre ville, qui est donc Dilbergin. Dilbergin au nord de l'oasis de Bactre. Alors en fait, Dilbergin, c'est la prononciation locale du nom, c'est le même mot que d'Alverzine. J'ai d'ailleurs jamais pu trouver l'explication, je n'ai d'ailleurs jamais pu savoir ce que ça voulait dire. Je ne crois pas que ce soit du tadjik, est-ce que c'est du turc? Enfin, bon, il faudra se renseigner. Delbar. Ah oui, donc djinn, c'est les djinns, donc des mots qu'on donne, comme Adjin ATP, des noms qu'on donne à des sites qu'on savait païens. Delbar, c'est celui qui emporte le cœur. Ah oui, donc c'est le djinn séducteur. Voilà, c'est le site, c'est la ville des djinns séducteurs. Bon. C'est comme cette toponymie actuelle des sites archéologiques dont pour aucun on a les noms anciens, sauf Aïkhanoum, probablement, évidemment, Nissa. Cette toponymie est assez intéressante parce qu'elle renvoie en fait à des légendes. Alors un site Kampir Tepe, Kampir, c'est la jeune fille. Donc ça renvoie à ces légendes récurrentes de la fille du roi d'autrefois qui a été séduite par un des conquérants et qui a trahi la ville. On trouve ça partout. Parfois, on a Kirkiz en turc qui correspond à Chel Dortaron en tadjik, les 40 jeunes filles. Bon, ces choses ont été étudiées. Puis assez souvent, évidemment, le nom le plus fréquent pour ces sites archéologiques, c'est évidemment Kafir-Kala, le château des infidèles. Alors ici, on a donc Dilbergin. Dilbergin est à 40 km au nord-ouest de Bactre, alors en fait occupe de ce point de vue une position symétrique par rapport à Zadian, que vous a présenté l'autre jour Étienne de la Vessière. La situation est la même, on est en lisière du désert, à la limite de la zone autrefois irrigable, en arrière du grand mur de protection de l'oasis. Sauf qu'à Zadian, le mur de l'oasis abute sur le rempart nord. À Dilbergin, il est un peu plus au nord, il n'est pas directement sur le rempart. Alors, Zadian est au nord-est, sur la route qui conduit à Kampir Tepe. Dilbergin est au nord-ouest, c'est-à-dire sur un itinéraire plus ancien, d'époque achéménide. Nous verrons que ce n'est pas indifférent puisqu'il s'agit probablement d'une fondation achéménide. Le vieil itinéraire qui conduisait sur le point de passage de Kilif. Il y a un itinéraire jalonné par d'autres sites achéménides, certains immenses comme Altin d'Iliar Tepe. Alors, typologiquement, peut-on dire, ce site de Dilbergin occupe une position intermédiaire entre Kampir Tepe et Dalverzin Tepe. Il se rapproche de Kampir Tepe par sa taille, 15 hectares, intramuros, bon, c'est à peu près comme ce qu'on restitue à Kampir Tepe, et puis sa forme, une citadelle ronde au milieu d'une enceinte carrée. Il se rapproche d'Alverzin Tepe par la présence de temples et d'une population en partie de très haut niveau social. Alors, ce qui le met à part de tous les autres, c'est sa très longue durée d'existence, 8 siècles au moins, puisqu'on soupçonne que la citadelle remonte à l'époque achéménide, et on est quasiment sûr maintenant qu'au moins la zone des temples au nord-est a vécu jusqu'au début du 7e siècle. Un peu avant les invasions arabes, au moment où la zone de Bactre devient en fait un champ de bataille entre Sassanides et Turcs. On pense plutôt à ce moment-là qu'un certain nombre d'anciens sites ont été abandonnés, quelques décennies avant la conquête arabe, qui va plutôt envahir ici une zone relativement désertée.
Alors, il faut dire un mot sur l'historique du site, parce que l'historique de la fouille. Cette histoire n'est pas très heureuse. Contrairement à tous les autres sites que nous avons vus, celui-ci n'a pas eu tout à fait le sort archéologique qu'il aurait mérité. Il a été fouillé avec de gros moyens de 1970 à 1977 par la mission archéologique soviéto-afghane dirigée par Irina Kruglikova. Je l'ai à l'époque visité, enfin, tous les fouilleurs d'Aïkhanoum sont allés visiter la fouille. Alors, la directrice de la mission, Madame Kruglikova, n'était pas du tout une spécialiste de l'Asie centrale, c'était une spécialiste des villes grecques de mer Noire. Elle avait eu une brève expérience en Asie centrale, c'est qu'elle avait participé à l'une des premières campagnes à Aïkhanoum. Elle a été mise à la tête de la mission soviéto-afghane pour des raisons qu'on peut dire politiques. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Elle a bénéficié les premières années de la participation de Mme Pugatchenkova, ce qui a valu des études architecturales remarquables. Ce qui tient le mieux dans les publications de Dilbertjin, ce sont les chapitres dus à Mme Pugatchenkova sur les fortifications, les maisons, l'architecture. C'est vraiment ce qu'il y a de plus solide. Par ailleurs, l'équipe avait des gros moyens et notamment d'excellents restaurateurs de Moscou et Saint-Pétersbourg, ce qui fait que vraiment les peintures murales ont été traitées, au moins du point de vue matériel, d'une manière tout à fait exemplaire. Malheureusement, elles se sont retrouvées au musée de Kaboul, où tout n'est pas détruit, mais une bonne partie s'est retrouvée détruite. Alors, plus grave, c'est que l'inexpérience d'une partie des fouilleurs sur les questions sur l'archéologie de l'Asie centrale a eu des effets dont on s'est aperçu dès les premières publications. C'est-à-dire que tout simplement, les chronologies qui étaient proposées et qui étaient fondées systématiquement sur les monnaies, alors nous avons vu que c'était un peu un problème avec certaines missions soviétiques, la foi dans les datations par les monnaies, sans tenir compte de ce que parfois ces monnaies sont peu nombreuses et qu'elles sont en réalité remontées de niveaux plus anciens et qu'elles ne donnent qu'un terminus postquem, mais parfois avec un gros intervalle. Bien. On s'est aperçu rapidement que ces chronologies donnaient des dates impossiblement hautes par rapport à ce qu'on pouvait inférer de l'histoire de l'art. Je donne rapidement deux exemples, parce que ce sont des choses sur lesquelles je serai amené à revenir. Deux exemples pris au Grand Temple de la ville. Voici une peinture. Oui, voilà. La porte du Grand Temple, dans un des premiers états de ce temple, était flanquée par deux personnages que nous venons de voir, qui sont les dioscures. On distingue leur bonnet blanc. Bon, ils sont nus et sont devant leurs chevaux. En haut, des scènes, peut-être des scènes de palestre et peut-être ici un masque de théâtre. Cette peinture est exécutée dans un style encore tout à fait conforme à la peinture hellénistique, avec les chairs en rouge assez vif, une gamme chromatique très très pauvre, rouge, blanc et noir, et c'est tout. Elle a été publiée comme datant de la période de la fin de la période gréco-bactrienne, plus précisément l'époque d'Eucratide, qui met effectivement, le roi Eucratide, qui met effectivement les dioscures sur ses monnaies. Et allant plus loin, Madame Kruglikova a considéré qu'à ce stade, ce temple était dédié aux dioscures. Alors, on a montré ensuite que ce n'était pas du tout évident, puisque ici, les dioscures flanquent la porte et qu'ils ont une fonction normale en Grèce qui est celle d'être gardiens des portes, ce qui ne veut pas du tout dire que la divinité principale c'était les dioscures, c'est même probablement pas du tout le cas. Et d'autre part, il a été, on a proposé ensuite une date beaucoup plus tardive. C'est Chirolo Muzio, dans un article paru en 1999,
qui a argumenté le fait que ce type des dioscures debout devant leur monture n'est pas antérieur à l'Empire romain et ne peut pas dater d'avant le IIe siècle de notre ère. Je dois dire que là-dessus, Paul Bernard n'est pas d'accord. Lui, il pense qu'il existe des exemples en Grèce classique de ce type. Ils sont rares, 2 ou 3, très peu. Les exemples sont rares, mais bon, là, disons, Paul Bernard aussi également pense que c'est plutôt, disons, post-hellénistique qu'hellénistique. Peut-être 1er siècle avant, 1er siècle après. Autre exemple encore plus flagrant de contraste entre la datation archéologique proposée et les données de l'histoire de l'art, ce groupe peint dans un état ultérieur du temple, c'est aussi au fond du vestibule d'entrée, donc ce n'est pas forcément la divinité principale. Il s'agit de Shiva sur son taureau, appuyé sur son bouclier, accompagné par son épouse Parvati, qui peut s'appeler aussi Uma, et avec des adorants, n'est-ce pas, ici, et puis de diverses tailles, le maître de maison et les membres de sa famille. Pour des raisons, encore une fois, archéologiques liées aux monnaies trouvées en contexte, Madame Kruglikova a daté cette peinture de la fin de l'époque des grands couchants, fin 2e, début 3e siècle de notre ère. C'est impossible, Lomuzio l'a montré. En Inde, ce type iconographique apparaît au 7e siècle. Donc là, on a quand même, ça devient tout de même assez alarmant, puisqu'on a un contraste de 4 siècles entre la datation archéologique et la datation artistique. Alors, une explication possible, qui est celle vers laquelle on tend maintenant, c'est que cette zone des temples de Dilbergine a vécu longtemps après le déclin de la ville. Enfin, la ville semble à peu près partout désertée à partir des invasions de la fin du IVe siècle. La zone des temples, qui en plus avait son propre rempart, aurait pu continuer à vivre comme lieu de pèlerinage fort longtemps. Les murs se tenaient encore et cette peinture aurait tout simplement été posée sur un mur beaucoup plus ancien. C'est souvent un problème avec la datation des peintures murales d'Asie centrale. Quand les murs sont massifs, bien entretenus, ils peuvent en fait durer longtemps et un mur et la peinture qu'il porte peuvent être séparés par plusieurs siècles. Donc voilà, un des problèmes qui se pose. Alors, ce n'est pas le seul problème qu'il y a eu avec la fouille de Dilbergine. La mission s'est terminée en catastrophe. En 1978, il y a eu les événements d'Afghanistan qui ont conduit à mettre fin aux fouilles, et puis des problèmes, disons, internes dans l'équipe qui font que Madame Kruglikova, en fait, était évincée de la direction de la mission soviéto-afghane. Le rythme des publications à ce moment-là s'est trouvé très ralenti. Au total, ont été publiés finalement 6 fascicules avec pas mal de détails, mais et c'est probablement la conséquence des conditions difficiles dans lesquelles la mission s'est terminée, contrairement à tous les autres sites urbains dont j'ai précédemment parlé, ces publications n'ont pas pu s'adosser à la publication d'albums d'art. Ce qui fait qu'on a le type d'illustration qu'on a dans les fascicules des publications soviétiques, c'est-à-dire des aquarelles avec en plus des tirages assez catastrophiques, les photographies souvent peu exploitables. En fait, c'était aussi le problème avec les fouilles de Madame Pugatchenkova, sauf que Madame Pugatchenkova avait les moyens d'obtenir à Saint-Pétersbourg la publication parallèle d'albums d'art où les découvertes marquantes étaient illustrées de manière adéquate, des photos sur lesquelles on peut travailler. Là, ça n'est pas toujours le cas. Actuellement, on pense que les archives... Alors, on ne sait pas
ce qu'il y a dans les archives photos. Il y a peut-être eu d'excellentes photos prises à l'époque des peintures et qui, avec les techniques digitales modernes, pourraient donner des bons résultats. Mais on ne sait pas quelle est. Madame Kruglikova est décédée. On ne sait pas quel est l'état où sont déposées les archives, probablement à l'Institut d'archéologie de Moscou. Personne n'est responsable de la publication. C'est en fait une mission en déshérence. On a même pu Kochelenko, notre collègue russe Gennady Kochelenko a même pu parler de la mission oubliée du nord de l'Afghanistan. Mais elle mérite en tout cas elle ne mérite pas d'être oubliée parce que même en tenant compte des réserves qu'on doit faire sur les chronologies proposées et de la grande incertitude où nous sommes pour dater ce qui a été trouvé, le site est très important et à certains égards apporte des données complètement originales qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Je vais pour le moment laisser de côté les discussions relatives aux questions d'histoire de l'art, dont j'ai simplement tenté d'esquisser la complexité, et m'en tenir à ce qu'on peut dire sur des questions qui ont été moins abordées à propos de Dilbergin, c'est-à-dire la question du fonctionnement de l'organisme urbain, une sorte de prise de vue synthétique de ce que pouvait être cette ville. Alors, le schéma d'évolution globale, c'est celui qu'on a déjà vu avec Campire Tepe et d'Alverzin, c'est-à-dire au départ une citadelle, ronde ou quasi ronde. Dans ce cas-là, alors la citadelle fait 4 hectares. Alors vraiment, c'est un chiffre récurrent. Toutes les citadelles des sites que j'ai présentés, Campire, d'Alverzin Tepe, Zadian, qu'a présenté Étienne, et d'Alverzin, font 4 hectares. On a l'impression que c'est une espèce de masse critique qui permet d'avoir une citadelle facilement défendable. Bien. La citadelle, le site en fait est très impressionnant. Je montrerai l'année prochaine des photos que j'avais prises moi-même il y a longtemps. On voit effectivement cette citadelle qui se dresse à 10 mètres du sol sur un soubassement de l'Eus qui est supposé naturel, qui a dû être retaillé évidemment. Le premier rempart en pisé semble pouvoir être daté de l'époque achéménide, ce qui ferait donc au départ cette ville serait la plus ancienne de toutes celles que nous avons vues. À l'époque gréco-bactrienne, l'ancien rempart et le haut de la citadelle sont recouverts d'une espèce d'énorme plateforme de terre damée sur lequel sont construites d'autres structures. Donc, grosse refortification à l'époque gréco-bactrienne. Alors, à la même époque gréco-bactrienne tardive, sont attribués le premier état du temple, qui est déjà grand, et qui est doté de sa propre enceinte. Et les fouilleurs pensent qu'en réalité, la construction de la ville basse avec sa grande enceinte de 400 mètres sur 400 mètres carrés serait concomitante ou quasi concomitante de la construction de l'enceinte du temple. Ce que je trouve un petit peu difficile à croire parce qu'il serait plus logique de penser qu'il y a d'abord eu, indépendamment l'un de l'autre, une citadelle et une zone sacrée, et que c'est dans une phase ultérieure que tout cela s'est trouvé réuni. Alors, les critères qui permettent d'attribuer la grande enceinte basse carrée à l'époque gréco-bactrienne me paraissent un petit peu flous. C'est des comparaisons de techniques architecturales, de format des briques, etc. Je n'ai pas trouvé de véritable preuve stratigraphique, et il suffit de regarder effectivement ce plan pour s'apercevoir qu'on n'a pas effectivement étudié la suture entre le rempart de la ville basse et le rempart du temple. En tout cas, tous les remparts sont renforcés à plusieurs reprises. À l'époque pré-Kouchane, à la fois le rempart de la citadelle et le rempart de la ville basse, et au IIe siècle, comme c'est le cas à Campire Tepe, le rempart évolue en rempart à casemate, qui devient la règle à ce moment-là. En fait, on construit un deuxième rempart à l'arrière du premier, et entre les deux, on a un corridor. Alors, il y a tout de même un certain nombre de spécificités qui mettent ce site à part. Nous avions vu qu'à Campire, la citadelle des Perses est démilitarisée à partir du moment où on construit la ville basse.
D'Alverzin Tepe, on ne sait pas trop. Ici, la citadelle a continué à être renforcée, peut-être parce que juchée comme elle l'était à 10 mètres de haut, elle gardait de toute façon un intérêt militaire énorme. Et pensent les fouilleurs, il y a eu une bonne étude sur les remparts par un nommé Dolgorukov qui a ensuite disparu du paysage archéologique, mais qui a fait une étude très sérieuse des remparts. C'est en fait à la citadelle que la citadelle est toujours restée l'élément défensif principal. Voilà. Dolgorukov a même fait des calculs que je vous livre. La citadelle pouvait être servie par 178 personnes. Je cite 178 personnes. Il a fait un calcul très précis avec le nombre de tours, etc., auxquels pouvaient s'ajouter 60 à 70 pour garnir les points importants de l'enceinte basse en cas d'attaque, c'est-à-dire les bastions près des portes. Bon, ces chiffres, ces estimations valent ce qu'elles valent, mais c'est tout de même, on constate qu'on arrive à des chiffres en fait à peu près identiques aux chiffres qui avaient été proposés pour l'ensemble de Campir Tepe, de la citadelle et ville basse, à peu près 300. On arrive à des chiffres semblables. Donc, ce n'étaient pas des sites qui nécessitaient une énorme garnison, ni permanente, ni temporaire. Tout au moins, tant que les armées attaquantes n'étaient pas porteuses d'une technologie de siège sophistiquée, étaient des groupes de nomades ou de pillards, etc. Bon. Le problème qui a été constaté à Dilbergin, c'est que la citadelle a subi effectivement deux sièges auxquels elle a, semble-t-il, succombé, puisqu'il y aurait des traces de destruction, de dévastation, etc. Siège qui ferait suite à une période un peu où on s'est laissé vivre. Alors ça pourrait évidemment être la période des grands couchants, où on constate effectivement, vous voyez ici, que le corridor qui longe la citadelle, qui est en principe une zone non aedificandi, n'a subsisté que sur une partie du pourtour. Par ailleurs, il s'est retrouvé envahi par des espaces de stockage. Bon, mais enfin, au bout du compte, il y aurait eu deux sièges successifs. Un qu'on date d'environ 170-180, je suis très impressionné par la précision. C'est d'après des analogies, avec des constatations faites en d'autres points du site, et l'autre dans le courant du IIIe siècle. Alors là, on a un candidat, ce serait la grande attaque sassanide qui met fin au pouvoir des grands couchants. Et en tout cas, ces sièges ont utilisé des techniques d'artillerie. Il y a des traces d'impact de boulets, etc. Et une grande sape sous la partie nord de la citadelle. Alors, bon, ça rappelle quelque chose. On sait par des témoignages qui viennent de l'Ouest que les armées sassanides utilisaient les machines de siège, les catapultes et les sapes. Il suffit de prendre la description classique du siège d'Amida à Paramien-Marcelin, où tout ça est très bien décrit, et les publications de Doura Oropos, où tout ça est également fort bien enregistré. Donc, je dirais, d'accord, deux sièges successifs, dont pour l'un, le vilain s'identifierait de lui-même, ce seraient les Sassanides. Maintenant, est-ce que c'est vraiment les dates qu'ils ont proposées? Étant donné la tendance générale dans la publication à donner des dates trop hautes, on pourrait peut-être décaler tout ça dans le temps un peu. Pour cette citadelle, ce qui m'a frappé en me replongeant dans les publications, c'est que seule la fortification a été étudiée. On ne trouve pratiquement rien sur ce qu'il y avait à l'intérieur. Quelques lignes. Ce qui a été fouillé ici, c'est l'habitat vraiment, surtout de la dernière période supposée Kushano-Sassanide, 3e, 4e siècle, à un moment où en fait les remparts ne sont plus entretenus, où commence le déclin de la ville, et on dit un habitat pauvre. Voilà, c'est tout. Oui, mais maintenant qu'on connaît Campir Tepe,
on ne peut pas ne pas trouver quand même un air de famille entre la disposition des blocs d'habitation, hein, ce qu'on a appelé l'habitat casernal de Campir Tepe. Ça ressemble, bon, j'ai malheureusement pas eu le temps de faire un zoom, mais ces blocs bien délimités par des rues radiales qui rejoignent le rempart, blocs eux-mêmes divisés en petites unités d'habitation, c'est tout à fait ce qu'on a, ce qui a été très bien étudié à Campir Tepe, à la fois dans la zone de la citadelle et surtout dans la zone de la ville basse. Vous voyez ces blocs rectangulaires séparés par des rues bien rectilignes qui évidemment visent à rejoindre au plus vite le rempart. C'est bien ce qu'on semble avoir ici. Donc, on pourrait faire des... Moi, je ferai l'hypothèse que la population, jusqu'au IIIe siècle, la population qui habitait cette citadelle de Dilbergine était une population à caractère militaire ou paramilitaire, peut-être des militaires vivant en famille, des gens astreints à un service. Hypothèse qui a été faite à Campir. Bon, ce n'est pas du tout le niveau social qu'on décèle ailleurs dans la ville, hein, où on a... en fait, les parties résidentielles sont beaucoup à l'extérieur, avec des demeures assez grandes, des quartiers de potiers, et une immense demeure ici hors les murs, sur laquelle je vais avoir le temps de dire quelques mots. Bon, en fait, la ville basse elle-même, à l'intérieur des remparts, est assez mal connue. On y connaît surtout les temples. La zone du grand temple, qui remonte à l'époque grecque, ici, toujours délimitée par son propre rempart, et qui fait face à une sorte d'avenue flanquée de divers édifices sur lesquels on n'a pas beaucoup de données. Un autre temple qui a été trouvé ici, et sur lequel il y a des statues divines en terre crue, avec un dieu qui semble barbu et torse nu, peut-être à nouveau le Shiva Vayu qu'on a sur les monnaies Kushan et Kushano-sassanides. Il existe en tout et pour tout 3 pages et 2 photos publiées sur ce sanctuaire. L'iconographie des cultes tend à indiquer, au moins pour toute cette zone nord-est, le temple lui-même et toutes les chapelles qui sont venues occuper progressivement le corridor du rempart. Cette iconographie est à caractère shivaïte. Voilà, on reconnaît le type de Shiva, Parvati, qu'on a vu tout à l'heure, un dieu juché sur un pan, qui est probablement Skanda Kartikeya, le dieu des guerriers du panthéon shivaïte. Alors, bon, est-ce vraiment le shivaïsme? Est-ce cette iconographie shivaïte qui s'est syncrétisée au panthéon zoroastrien, comme l'atteste une partie des monnaies Kushan? Alors, Shiva, on le sait, en fait s'appelle Vayu sur les monnaies Kushan, c'est le dieu zoroastrien de l'atmosphère. Alors, on a peut-être un indice, c'est qu'on a des fragments d'une inscription de réparation, une inscription Kushan, bactrienne, de réparation d'époque Grand Kushan, provenant du temple, qui semble mentionner au tout début Oesho, qui est donc le nom Wesh, Vayush, donc Vayu, le nom iranien qu'on donnait à l'image de Shiva. C'est tout de même assez maigre pour juger du degré d'intégration de ce panthéon hindou au cadre zoroastrien. Contrairement à Dalverzin Tepe, le bouddhisme est très discret. Il y a une seule chapelle bouddhique, petite et hors les murs. Et puis par ailleurs, quelque chose qui paraît de tout à fait surprenant et inattendu, un petit sanctuaire trouvé
dans le bastion qui flanquait la porte sud, et dont voilà la statue de culte du IIIe siècle. En fait, il y a eu 2 statues successives en terre crue. Alors, on ne le voit pas sur la photo. Cette statue est nue et s'appuie sur une massue, c'est Héraclès. Un Héraclès très local parce qu'il n'a pas la peau du lion, on lui a peint des fleurs, des guirlandes de fleurs sur la poitrine, on l'a hindouisé, hein, il a un déhanchement, mais c'est Héraclès. Et non seulement on a la statue de culte avec Héraclès, mais on a des petites statues votives en terre crue, des choses très très modestes, trouvées, qui avaient été déposées dans des petites niches de ce sanctuaire, et on reconnaît en haut, voilà, face et profil, c'est Héraclès. C'est ce qu'Héraclès était devenu en Bactriane au IIIe siècle. Alors là, ça pose vraiment des questions. La présence d'Héraclès dans un sanctuaire de Portes n'est pas étonnante, elle est attestée aussi dans le monde classique. Il est entre autres choses un dieu vénéré par les soldats. Bien. Alors, bon, en contexte iranien, on peut penser qu'il est assimilé à Wahram, ancien nom Veretragna, le dieu de la victoire et de la guerre. Cette assimilation est bien attestée en Iran, dans l'ouest de l'Iran, où on a même le cas d'une statue en bronze avec une inscription bilingue. Il est appelé Héraclès en grec et il est appelé Vahram en parthe. Bien. Sauf que dans l'Empire couchant, les monnaies montrent qu'on ne les a pas identifiés l'un à l'autre, puisqu'on a des monnaies qui montrent Wahram, qui est représenté plutôt comme un roi couchant guerrier, et on a des monnaies qui montrent Héraclès. Et ils sont nommés Hérakilo d'un côté, Orlagno, Wahram de l'autre. Donc, là encore, on peut. Une lecture zoroastrienne de tout ça n'est pas impossible, mais elle n'est pas évidente. Je dirais, quand on prend ces villes kouchanes, on s'aperçoit que dès qu'on sort du répertoire des monnaies kouchanes, des grandes inscriptions royales kouchanes, des grands temples dynastiques couchants, Rabatak, Surkotal, on a quand même, ça n'est qu'au prix d'un certain nombre de contorsions qu'on peut baptiser comme zoroastriennes, ces manifestations d'un polythéisme local à composantes multiples. Alors, j'ai encore un tout petit peu de temps, donc je vais dire quelques mots sur... J'ai mentionné l'importance de la ceinture urbaine à Dilbergine, beaucoup plus importante que dans les autres sites que nous avons vus, avec notamment au sud-ouest une énorme maison patricienne, 5000 m², un demi-hectare, dont la construction remonte à l'époque pré-kouchane, semble-t-il, peut-être 1er siècle avant Jésus-Christ. Elle a duré tardivement jusqu'à l'époque kouchano-sassanide, et on voit bien le schéma d'évolution, comme on avait vu à Dalverzine, qui part, évidemment, schéma qui part de la maison gréco-bactrienne d'Aïkhanoum, la grande cour avant, la grande antichambre, ici c'est doublé, la pièce de réception, ici reposant sur 4 piliers, et puis tout ce noyau central destiné évidemment aux réceptions, aux manifestations publiques de la vie sociale, est séparé soigneusement par un corridor de 2 ailes qui, elles, sont vouées évidemment aux espaces privés et domestiques, avec notamment ces supposées chapelles cultuelles qu'on voit surgir partout dans les publications. Il y en a une, voilà, ici, dans cette petite pièce, voilà, dans cette petite pièce 20, et dont, dans un cas comme celui-là, je suis d'accord avec Paul Bernard, il n'y a aucune raison de les supposer cultuelles. Ce sont des petites pièces bien chauffées dans lesquelles on se calfeutrait l'hiver. Il n'y a pas d'autre explication à proposer. Alors, je terminerai là-dessus. Cette grande maison patricienne, tellement spectaculaire dans ce site, qu'on peut supposer qu'elle était la résidence du sous-gouverneur local. C'est la maison principale. On peut même parler d'un palais hors les murs. Elle a une autonomie hydraulique.
Le site, par ailleurs, est branché sur des canaux d'irrigation avec des bassins à l'intérieur, mais ici, cette maison avait été autonome puisque se trouvait accolé à elle un bâtiment muni d'un puits, entouré d'un double mur de protection thermique. Donc le terme technique local, c'est sardoba. Hein. Ça pouvait servir de puits à glace, ça pouvait aussi, mais là, en l'occurrence, le puits atteignait la nappe phréatique, et ça a été une des grandes surprises de la fouille, recouvert d'un type de voûte, dit voûte balri, c'est-à-dire, en gros, c'est une coupole qui n'est pas une coupole, c'est-à-dire que c'est une coupole où il n'y aurait que des trompes. Voilà. Les trompes finissent par se rejoindre au milieu. Alors, ce type de voûte est appelé en Iran balri, donc originaire de Bactre, jusqu'à la fouille de Dilbergine. Les plus anciens exemples connus étaient du XIe siècle, d'époque seldjoukide. Ici, on est au plus tard au IIIe siècle de notre ère. Donc, bon, vous voyez, un site vraiment, vraiment important qui méritera qu'on y revienne. Il faut vraiment souhaiter que ce dossier en souffrance et ces archives qui certainement existent encore puissent être un jour repris. Il y aurait des thèses entières qu'on pourrait écrire sur cette ville, c'est ce site de Dilbergine. Bon, actuellement, disons, nous tentons d'obtenir des informations sur la situation du dossier. Et voilà, j'en termine ici pour ce qui est de mon cours. Et donc, après une petite pause, alors, est-ce que Paul Bernard est arrivé? En principe, il devrait être là, peut-être qu'il est. Nous allons entamer, nous allons reprendre la discussion du séminaire, et cette fois-ci pendant 2 heures. Voilà, donc je vous donne rendez-vous dans peut-être 5 minutes. Je vais voir si Paul Bernard est arrivé.